Alors, dans le cadre de l'élection relative à la délibération numéro 1 et afin de préparer au mieux les votes, il est demandé uniquement aux élus de Jonquière, alors ça peut être des élus communaux de mémoire aussi, de bien vouloir transmettre au service juridique leur candidature dès à présent afin de siéger au syndicat mixte pour le SCOT lié à la démission de Madame Annie Delbasso. Donc on verra sur le point suivant, mais je crois qu'on a reçu la candidature de Madame Bûcher. Est-ce qu'il y a une autre candidature? Non. Alors, il est porté à votre connaissance une note d'information relative à la mise à disposition des agents de la ville d'Orange auprès de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange. Vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Non, pas de remarques. Approbation du procès-verbal du 26 septembre 2022. Vous avez été destinataire du PV sommaire de la séance du 26 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Pas de remarques, on passe au vote du coup, s'il vous plaît. Alors, monsieur Biscara, madame Maffre, monsieur Kesta, s'il vous plaît. Monsieur Kesta, monsieur Biscara et madame Maffre. On vous attend pour le vote. Apparemment, ça ne marche pas, madame Maffre? Ah. Monsieur, oui, s'il vous plaît, monsieur Cavaillès. C'est les aléas du direct. C'est bon. Alors, 38 votants, 37 votes, 32 exprimés, 30 pour, 2 contre, 5 abstentions, un non-vote. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Donc, dans ce dossier numéro 1, syndicat mixte pour le SCOT du bassin de vie d'Avignon, remplacement d'une élue démissionnaire. Donc, il s'agit de Madame Gwenaëlle Bûcher. On peut procéder au vote. Si. Alors, 0, c'est plus 1. Vous n'avez pas mis 1. Est-ce qu'il prend... J'ai pas l'impression qu'ils prennent le vote 0. Hein. Enfin, c'est ce bordel. Appuyez sur le bouton. Ça marche pour personne. Ah, voilà. C'est bon, ça marche. Ouais. Essaye. Enfin. Alors, monsieur Avril, monsieur Blairon, monsieur Bourgeois, madame Kramer et monsieur Kesta. Il ne reste plus que monsieur Kesta. Il n'y a plus rien qui marche? Ah, bah regardez pas.
Sinon, on acte à main levée du vote de M. Questa. Ah non, c'est vote à bulletin secret. Ah ben voilà. Un pour Madame Bûcher, 8 pour le blanc. La technologie, c'est bien comme ça marche. Ah bon? Il y a pas de plus. C'est mon angoisse, ce film. Je souffre. J'ai pu le voir qu'une fois, ça m'a rendu malade. Alors, 38 votants, 37 votes, 30 exprimés, 7 blancs. Dossier suivant. Alors, dossier numéro 2. Merci Christophe. Désignation de membres à l'ORAV. Donc, on vous propose comme titulaire M. Paget et comme suppléant Mme Catherine Gaspa. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures éventuelles? Ou pas? Non? Bon. Là, t'es en 2. Ça va passer? Ah, ça passe. Il manque messieurs Argenson, Biscara, Madame Galmard, Madame Gaspa, Madame Maffre, Monsieur Questa et Madame Réor. Alors oui, c'est 2 pour Nicolas Paget et 8 pour Blanc. On vous teste aujourd'hui. Voilà, on vous teste en matière de nouvelles technologies, chers collègues. Est-ce que vous êtes... Si vous votez pour le 12, ça ne marchera pas. Hein. Ok, c'est bon. Alors, 38 votants, 37 votes, 35 exprimés, 2 blancs, à unanimité pour Nicolas Paget, merci. Alors, dossier numéro 3, modification du temps de travail. Donc, comme vous le savez, la réglementation, la législation même est venue compléter l'obligation de faire les 1607 heures annuelles du temps de travail. Ça fait une année pleine, jour pour jour quasiment, que le service des ressources humaines travaille sur le sujet. Donc il a été proposé un nouveau règlement de temps de travail qui devra après s'appliquer par service. Donc un temps de travail hebdomadaire de travail au choix entre 35, 36, 36, 30 ou 37 heures sur 4,5 ou 5 jours en fonction de ce qui aura été déterminé par les règlements de service qui feront l'objet d'une étude en comité technique avant la fin d'année. La mise en place de plages fixes et variables avec un système de débit crédit selon les schémas suivants, étendu horaire de travail possible de 7h30 à 18h30, avec 2 plages fixes de 9h à midi, puis de 14h à 16h30 et une pause de déjeuner de 45 minutes minimum. Hein. Ils peuvent prendre plus s'ils le veulent, hein, que ce ne soit pas déformé, au contraire, on en sera ravis. Le recours au télétravail de manière ponctuelle sur demande de l'agent avec accord du responsable hiérarchique. Le nouveau règlement du temps de travail entrera en application à compter du 1er janvier 2023. À compter de cette date, le protocole du temps de travail de la CCPRO actuellement en vigueur cessera de produire ses effets. Il vous est donc demandé d'approuver le nouveau règlement intérieur à compter du 1er janvier 2023 et de préciser que le protocole du temps de travail de la CCPRO actuellement en vigueur cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier 2023. On a eu le débat parce qu'il a fallu faire la même au conseil municipal, donc je ne vais pas faire de redite.
Mais on a pris effectivement 1 an pour le faire. On a souhaité éviter toute tension qu'il y a pu avoir au sein du personnel, au sein des autres collectivités. On a pu le voir, parfois ça s'est bien passé, d'autres fois ça a été un peu plus tendu. Donc on a bien pris le temps de négocier assez en bonne intelligence d'ailleurs avec les partenaires sociaux, puis avec les agents aussi effectivement. Donc voilà, après chaque service le fera. Le but étant que le service public soit toujours assuré de manière cohérente. Je ne vais pas rentrer dans les débats si jamais vous avez des questions, chers collègues, mais le but étant que ça se passe bien et que le service public continue d'être de qualité à la CCPRO. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Je n'aurais pas de questions, juste une remarque. Donc nous sommes pour, effectivement, comme nous l'avons voté en conseil municipal, étant donné que les syndicats et les délégués du personnel ont participé longuement à cette négociation et qu'ils sont d'accord, nous, on n'y voit pas d'opposition. Et je voulais en profiter pour répondre à Madame Aloui qui vous a fait parvenir un communiqué de presse considérant qu'elle ne pouvait pas nous donner son pouvoir pour cette raison. Étant donné que nous sommes respectueux de la loi républicaine, nous aurions respecté sa consigne de vote si elle nous avait donné son pouvoir, d'une part. Et d'autre part, je pense que son propos est d'un autre temps, effectivement, étant donné l'échec des 35 heures. On a bien vu que ça n'a ni résolu le problème du chômage, ni résolu la qualité de travail des salariés. Donc je pense que son débat est vraiment d'un autre temps, sachant que le responsable de son parti a fait un message en ce sens. Fabien Roussel a bien dit qu'il souhaitait remettre la valeur travail au sein de son programme. Donc je ne vois vraiment pas quel est ce propos, étant donné que nous sommes tous d'accord que nous sommes en pénurie de salariés, que les entreprises cherchent à recruter, que la fonction publique cherche à recruter et que nous avons beaucoup de mal à recruter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Oui, effectivement, j'ai été destinataire du... Alors, j'aime pas trop parler quand les absents sont pas là, mais là, c'est pour raison médicale. Mais effectivement, on en a parlé en conseil municipal. Et je vais tenter de faire la même démonstration sans essayer d'attaquer Madame Aloui qui n'est pas là. Et je préfère que ceux à qui je réponde soient présents. Bon, mais bon, effectivement, la demande de Madame Aloui que nous avons tous reçue, c'était... une demande un peu illégale, qui est un souhait politique, hein, qui était le fait qu'on passe aux 32 heures. Je vais refaire la même chose et je vais faire exactement la même démonstration, mais je vais essayer d'aller rapidement, sur le fait que la paupérisation, les 35 heures ont plutôt tiré à la paupérisation, enfin massivement tiré notre pays à la paupérisation. Le fait est que maintenant on a demandé, c'est exactement ce que j'avais dit aussi, c'est que les Français sont connus pour être extrêmement productifs et on leur a demandé de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient en 39. Donc on a rendu leurs conditions de travail extrêmement dégradées. Passer à 32 heures, ce serait encore plus embêtant. Juste pour votre information, parce que du coup les ressources humaines ont fait le calcul. Si on devait passer les deux collectivités à 32 heures, ce serait 88 agents qu'on devrait employer pour faire le travail nécessaire, ce qui ferait un trou pour le budget de 3,5 millions d'euros en fonctionnement. Ces 3,5 millions d'euros qu'on croîtrait en fonctionnement, il est évident qu'on ne les mettrait pas en investissement. Et donc là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord avec Fabien Roussel pour dire qu'il faut remettre la valeur travail, oui, pour une fois, déconnez pas, la valeur travail au milieu du jeu. Je pense que c'est nécessaire et je pense même que c'est ce qui fait que les hommes et les femmes s'épanouissent. Et je crois que c'est la destruction du travail et de ce qui est le premier milieu intégrateur qui fait que notre pays périclite. Et je regrette effectivement cette destruction continue. Donc voilà, et on s'est mis au turbin, comme on dit. Et le fait est que maintenant, quand les agents sont à 35 heures, comme le pouvoir d'achat s'est dégradé, on pourra toujours trouver une continuité sur les gouvernements successifs, sur la perte du pouvoir d'achat des Français, et les gens demandent des heures supplémentaires. Bon. Donc la nature a horreur du vide et elle trouve toujours un moyen de trouver quelque chose de normal. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues? Non. Bon. Ok, on passe au vote. Alors, 38 votants, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie, chers collègues. Dossier numéro 4, participation financière à la protection sociale complémentaire des agents.
C'est un peu un dossier à traiter, les 2 ou 3 dossiers qui viennent sont un peu à traiter en bloc, mais on pourra faire un débat pour chaque question, il n'y a pas de difficulté. Je le bloque un peu dans le... Je vais quand même faire un dossier un peu grossier ou rapidement dégrossi. La CCPRO cotisait au Centre national de l'action sociale pour un montant de 60 000 euros. Les RH sont pas là ? Pour un montant de 60 000 euros par an, mais les agents ne bénéficiaient qu'une aide de 14 000 euros. Bon. Donc ça bénéficiait beaucoup au CNAS, beaucoup moins aux agents, ce qui nous semblait un peu du gaspillage d'argent public. Donc du coup, il nous a semblé plus utile, dans le cadre en plus de la renégociation du temps de travail, de faire une action globale et de protection sociale complémentaire et la protection santé, la protection prévoyance et les tickets restaurants. Pourquoi ce système-là? D'une part, parce que dans le cadre de la renégociation du temps de travail, c'est ce qui était revenu, enfin, renégociation, dans le cadre de la mise en place de la conformité à la réglementation du temps de travail, les tickets restaurants, c'était ce qui était venu le plus fréquemment de la part des agents, mais aussi, on le sait, les temps sont difficiles, et donc du coup, déjà trouver un médecin, c'est compliqué, mais en plus, être assuré et pouvoir, quand on est frappé d'une maladie à longue durée, pouvoir être couvert aussi, ça nous semblait important. Et ce système est sur la base d'un système déclaratif, c'est-à-dire que chaque participation que fera l'Interco, elle ne peut être soumise qu'à la participation également de l'agent. C'est-à-dire s'il préfère garder en numéraire son traitement, il peut tout à fait le faire. S'il préfère cotiser ou pour la sociale ou pour la prévoyance ou pour les tickets restaurants, la collectivité abondera à 50% de ce qu'elle souhaitera. Donc ça nous semblait être à la fois les 3 systèmes les plus responsabilisants et les plus justes et les plus, qui donnaient le plus d'indépendance et financière et de volonté aux agents. Donc là, le premier qui vous est soumis, c'est effectivement la protection sociale complémentaire. Ensuite, ce sera la prévoyance. Et après, ce sera les tickets restaurants à un moment. Donc là, on est sur la protection sociale complémentaire. Est-ce qu'il y a une question sur le sujet? Non? Bon, mais vous excuserez mon monologue alors. On passe au vote? Alors, 38 votants, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour à l'unanimité. Je vous en remercie, chers collègues. Dossier numéro 5, modalité de l'action sociale, mise en place des titres restaurants. Je ne vais pas vous refaire le même exposé, si passionnant fut-il. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? Alors, 38 votants, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Dossier encore adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Chers collègues, dossier numéro 6, révision du tableau des effectifs. Il s'agit là de créer 4 emplois budgétaires d'adjoints administratifs territoriaux. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote? Alors, 37 votants, 31 exprimés, 31 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Et je laisse le gros de la journée à monsieur Nicolas Paget. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Le point suivant concerne donc une décision modificative, la numéro 3, du budget principal de la CCPRO. Une décision modificative qui s'équilibre en fonctionnement en 94 031,65 € et en investissement à 311 600 €. On l'a vu en commission des finances, mais brièvement pour vous rappeler qu'en fonctionnement, on enregistre des recettes supplémentaires, notamment en impôts et taxes pour un peu plus de 91 000 € et une reprise sur amortissement de 2 300 €. On les répartit comme suit en dépenses. D'abord 70 000 € sur les dotations aux amortissements, c'est 15% de la liste qui nous est fournie par la TP, on le verra, c'est un des points suivants. Et puis 8 800 € en créances éteintes, 3 150 € en charges exceptionnelles et 11 600 € que nous verrons en investissement.
En investissement, donc équilibré à 311 600 €. En recettes, 300 000 € en mouvement d'ordre qu'on retrouve également en dépenses. Il s'agit de frais d'études qu'on rééquilibre et qu'on intègre. Et 11 600 € qu'on affecte dans le poste emprunt en dépenses, puisque nous avons un peu plus d'emprunts à rembourser. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le Président, vous pouvez faire voter. On passe au vote, s'il vous plaît. Alors, 38 votants, 37 votes, 30 pour et 7 abstentions. Dossier numéro 8. Le dossier numéro 8 concerne un fonds de concours qui est versé par la ville de Caderousse pour l'aménagement de la Via Rona et pour des équipements publics d'un montant de 32 035,33 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, Monsieur le Président. On passe au vote. Alors, 37 votes, 37 pour, dossier suivant. Merci. Le dossier suivant est identique. Il s'agit d'un fonds de concours de la ville de Châteauneuf-du-Pape au profit de la CCPRO pour l'aménagement et l'acquisition d'un terrain en vue de faire du stationnement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Alors, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour, dossier suivant. Merci. Le dossier suivant, c'est ce que nous avons évoqué dans la décision modificative numéro 3. Il s'agit des provisions, donc 15% des montants des restes à recouvrer qui ont plus de 2 ans, suivant la liste qui a été fournie par l'ATP. Ce sont des tout petits montants, vous avez la liste, il y en a pour 70 457,65 €, des tout petits montants, 4,50 €, 5,63 €, sauf un montant un peu plus significatif de 68 000 € qui concerne le divorce avec Sorgue et Bédaride, digne d'une série Netflix. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Ça marche pas, moi, putain. Alors, 37 votes, 30 exprimés, 30 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Dossier suivant. Le dossier suivant concerne la réforme de la taxe d'aménagement. Comme vous le savez, les communes et intercommunalités sont appelées à décider de la part qui sera reversée de la taxe d'aménagement qui revient initialement aux communes et de fait aux intercommunalités. Il a été décidé en bureau de vous proposer un reversement de 3% au profit de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, moi je reviens sur la même délibération. On avait soulevé le même problème au précédent conseil concernant la taxe d'aménagement. J'avais effectivement soulevé le problème lorsque vous aviez proposé un calcul vraiment alambiqué concernant le reversement du linéaire de lotissement sur la CCPRO avec un calcul qui me semblait être une usine à gaz pour pas grand-chose, et vous m'aviez confirmé que ça ne représentait pas grand-chose en termes de montant. Et donc, je vous avais proposé de mettre plus à contribution la taxe d'aménagement dans le fait qu'elle doit être reversée tout ou partie donc, aux communautés de communes. Et donc, là, je vois que vous avez décidé du coup de 3%. Donc, ce chiffre m'étonne parce qu'en fait, on était vraiment, soi-disant, dans une problématique insoluble de trouver de l'argent pour renflouer les caisses de la CCPRO. Et aujourd'hui, vous avez une opportunité d'apporter quelques fonds. Donc je ne comprends pas très bien. Alors, l'idée, ce n'était pas non plus de démunir toutes les villes et villages
ce revenu, hein, mais c'est peut-être de le partager un peu plus équitablement avec l'engagement de la CC Pro sur tout ce qui est voirie, puisque la taxe d'aménagement peut considérer que ça participe également à l'aménagement, la réfection des voiries. Donc voilà, je ne comprends pas très bien cette décision et peut-être vous allez m'éclairer. Monsieur le Président, si vous permettez, je vais essayer d'apporter un éclairage le plus pertinent possible sur la question du reversement de la taxe d'aménagement. Loin de moi l'idée de remettre en question l'intercommunalité. Vous savez à quel point je suis attaché à l'intercommunalité et à son principe de mutualisation et de rationalisation, en tout cas de ce que devrait être l'intercommunalité, et on pousse en ce sens. Et bien évidemment, on est en recherche constante de recettes supplémentaires pour l'intercommunalité, et c'est ce qu'on fait au quotidien avec le Président, mais pas au détriment des communes. Et là, si ça tenait qu'à nous, je vais parler au nom de mes collègues, on aurait mis 0,1%. On a été particulièrement généreux. On a fait à peu près ce qu'a fait les Sorgues du Comtat ou l'île sur la Sorgue, puisqu'ils ont mis également 3%. Pourquoi? Parce que c'est encore gréver les budgets de nos communes, et ça suffit. Ça suffit, en sachant qu'on a d'autres réformes qui vont venir impacter les collectivités territoriales. On ne parlera pas de la CVAE, sinon on finira bien tardivement ce soir. Mais aujourd'hui, toutes nos collectivités sont prises à la gorge, notamment avec l'inflation. Juste pour citer l'exemple de Courthézon qui fait 800 000 € d'excédent, on passe de 200 000 € à 700 000 € en électricité. Avec le dégel du point d'indice et l'inflation notamment sur l'alimentaire, autant vous dire que les excédents vont commencer à être plus que minces. Donc il n'est pas question aujourd'hui qu'on fragilise encore plus nos collectivités. Donc oui à la mutualisation, oui à la rationalisation dans les EPCI, mais non si ça se fait au détriment des communes. Oui, alors, sauf erreur de ma part, il me semble que les communautés de communes, ce sont aussi les communes, et ce sont les investissements pour les communes qui mutualisent leurs finances. Donc je ne comprends pas du tout ce discours. C'est pour le bien des communes qu'on met en commun une certaine somme d'argent de façon à ce que nos territoires puissent investir pour l'avenir. Et donc, pour moi, ce n'est pas du tout au détriment des communes, puisque l'argent ne part pas ni au département, ni à la région, ni à l'État, ni dans aucune autre poche que nos communes. On est bien d'accord. La CC Pro, qui est d'ailleurs dirigée par le directeur général des services, qui est commun à toutes nos communes, et également à la commune d'Orange, gère bien sûr les finances des communes en partenariat, effectivement, dans le pot commun. Donc, pour moi, c'est l'avenir de notre territoire du Pays d'Orange. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a une opposition entre les communes et la CC Pro. C'est notre outil commun de travail ensemble, et c'est donc cet outil qu'on doit mettre au service de notre territoire. La taxe d'aménagement est une taxe qui nous permet d'aménager notre territoire pour faire venir éventuellement des entreprises, pour développer de nouvelles voiries, de nouveaux accès. Donc pour moi, c'est agir en concertation avec l'ensemble des communes et dans un but commun de développer notre territoire. Donc et une fois de plus, j'entends que vous avez répété votre souci d'équilibrer les comptes de la CC Pro, parce que c'est quelque chose qui est préoccupant et qui va peut-être devenir vraiment difficile dans les prochaines années. Aujourd'hui, on a les signaux qu'on envoie aux Orangeois et aux Jonquiérois et aux Courthézonnais et aux Châteaunevois et aux Caderoussiens. Je pense que l'idée, c'est quand même de travailler ensemble pour justement développer notre territoire. Donc si on abonde dans le budget de la CC Pro, on permet à notre territoire d'investir pour son avenir. Je crois que vous remettez en question notre point de vue de l'intercommunalité alors que le débat n'est pas là. Je crois que vous êtes déconnecté de ce qui se passe dans nos communes là. Quand vous discutez avec des collègues maires, vous avez des maires aujourd'hui qui ferment définitivement leur salle polyvalente parce qu'elles ne pourront plus payer la facture d'électricité si elles l'ouvrent pour un week-end pour faire un loto. Vous avez des collègues maires aujourd'hui qui ferment leur piscine municipale. Vous avez des collègues maires qui réduisent le centre de loisirs, les capacités d'accueil, ou qui vont réduire les propositions de sortie pendant les vacances scolaires parce qu'ils ne sont plus en capacité de payer leur
leur fonctionnement. Donc avant même de pouvoir envisager de faire des voiries sur nos territoires, il faut que nos propres communes puissent payer ces encadrants au centre de loisirs, puissent payer ces services espaces verts, puissent payer ces services de fonctionnement au quotidien, y compris ces ATSEM dans les écoles, etc. etc. C'est un vrai combat qu'on va avoir dans les mois à venir. Je crois que beaucoup sous-estiment les difficultés que les communes vont rencontrer demain. Et encore une fois, je crois que ce n'est pas en déshabillant les communes qu'on pourra faire l'intercommunalité de demain. Madame Maffre, je vous en prie. Merci. Simplement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas, mais peut-être que le maire de Jonquière pourra l'exprimer de manière légitime. Pour avoir assisté à la dernière commission urbanisme dont je fais partie dans ma commune, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque nous avons appris qu'il y avait cette taxe d'aménagement à destination de la communauté de communes, il y avait une inquiétude partagée de l'ensemble des élus, toutes listes confondues, et personnellement, je suis ravie de voir qu'on se limite à 3%. Oui, alors, il faut un petit peu contextualiser. Je vais essayer de ne pas parler pour les autres, je vais parler pour la commune d'Orange, mais je sais que ça a frappé toutes les communes. Quinquennat Hollande, pour ce qui relève d'Orange, baisse de la dotation globale de fonctionnement de 47%. Je sais, certains de mes collègues maires, que je ne citerai pas mais qui sont à ma droite, ont carrément perdu l'intégralité des dotations globales de fonctionnement qu'ils percevaient, et je crois de mémoire que c'était l'ordre de 400 000 euros 238 000 euros. Bon. Donc, on a demandé, ça c'était sous François Hollande, et quand le président de la République qui a suivi, M. Emmanuel Macron, est arrivé, de DGF, on n'en a pas plus vu. On nous avait même expliqué, et ça aussi c'était sous Emmanuel Macron, que si les intercommunalités prenaient d'avance la gestion de l'eau et de l'assainissement en 2018, ce qui a été fait par l'Interco, on aurait le droit à une DGF bonifiée, c'est-à-dire qu'on aurait droit à un peu plus de sous parce qu'on prenait un peu plus de compétences. Modification de la loi de finances suivante, pas de DGF bonifiée pour les Interco qui avaient pris en avance cette compétence supplémentaire. Donc on s'est retrouvés, une fois encore, Grosjean comme devant. Là, je parle pour l'Interco, mais par voie de conséquence pour les communes aussi. On se retrouve effectivement, comme tu l'as très bien dit, hein, Nicolas, on se retrouve avec une hausse massive du coût de l'énergie, mais qui n'est même pas due à un véritable problème de construction de l'énergie. Il vient du fait que les pouvoirs successifs, et Emmanuel Macron compris, je suis désolé de le dire, hein, mais ont complètement désarmé l'outil nucléaire que nous avions. Donc on se retrouve en plus à avoir une énergie qui est produite à 40 € le kilowattheure et qui est revendue sur le marché européen, en tout cas sur le marché français, 500, 1000 euros, selon si vous prenez à la bonne heure, si vous signez le contrat à la bonne heure. Je rappelle ici, chers collègues, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il a fallu pour le remplacement de fourniture d'électricité de l'Interco, j'ai eu 5 heures pour signer, après 2 relances de marché, j'ai eu 5 heures pour signer un contrat d'électricité. Je ne me retrouve plus face, petite collectivité que nous sommes, de collectivité à État protecteur, je me retrouve de collectivité face à trader. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur le maire, vous avez... Alors, nous, on a cette chance-là à l'Interco d'avoir une aide à l'ingénierie qui nous permet de ne pas nous la faire mettre à l'envers, excusez-moi le terme un peu vulgaire, mais par du trading. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est la France d'Emmanuel Macron. Donc me dire après, vous ne filez pas assez, on file ce qu'on peut, en fait. Et on file un peu ce qu'on a envie. Et je crois que pas un maire autour de la table sera inquiet du fait de refiler 3% de la taxe d'aménagement, parce qu'on en est à un point où on compte les sous, hein, ce qui est somme toute assez légitime. J'ajoute que cette explosion du coût de l'énergie, je me demande d'ici 2-3 ans combien il restera de communes en France. Parce que quand on fait péter la facture énergétique à nombre de communes et que le souhait du législateur et du pouvoir exécutif depuis quelques dizaines d'années, c'est le modèle allemand avec très peu de communes. Je pense que là, ils ont trouvé l'alibi, ou en tout cas, est-ce volontaire ou involontaire, je n'irai pas me questionner là-dessus, mais pour qu'on réduise encore d'au moins 1000 communes le nombre qu'on trouve en France. Parce que quand il va falloir payer, que ce soit le gaz, soit l'électricité, et qu'il n'y a plus le pognon, et que les mairies vont être obligées de se mutualiser ou de se fusionner, même pas pour faire des investissements comme c'était le cas, mais pour pouvoir payer la facture, moi, je veux bien qu'on me dise vous avez qu'à faire ci, vous avez qu'à faire ça, mais j'aimerais quand même qu'on mette quelques chiffres aussi de ce que c'est cette Interco.
On a voulu cette solidarité intercommunale, c'est 43% du budget de fonctionnement qui sont en attribution de compensation. Il n'y en a pas une qui fait ça. Donc les communes sont effectivement bien pourvues, mais on investit aussi massivement. Je rappelle quand même que chaque année, on prévoit 12 millions en voirie, on en fait à minima 10, allez 8-9 quand on n'est pas bon, mais on en fait 10. On a fait une station, dans ce contexte qui est ce qu'il est, hein, on a fait une station d'épuration à Jonquière, on a fait une station d'épuration à Caderousse, on fait du véloroute de partout. L'Interco, si on fait un peu le tour du Vaucluse, je trouve qu'on investit quand même pas mal. Je trouve qu'on arrive à faire très bonne chère avec pas beaucoup d'argent et surtout avec énormément d'argent qui est enlevé aux collectivités de la part de l'État central en plus. Et ajoutons à cela le montant de la taxe d'aménagement. En fait, on pourrait mettre même 100%. Je pense qu'on pourrait peu ou prou tous clôturer notre budget. La question, elle n'est même pas là. Mais c'est que la question, comme l'a dit Nicolas, c'est qu'au bout d'un moment, ben merde, en fait. Nous, on est opposants aux communes, puis on a envie que les communes vivent et on ne voit pas pourquoi, si l'État veut qu'on investisse, mais qu'il nous donne de l'argent, il n'y a pas de problème. Ici, en tout cas, on sait quoi en faire alors qu'il ne nous le donne pas, donc il nous en donne, on pourra investir encore plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, vous, 2 fois, c'est bon, Madame Normani, vous reprendrez. On passe au... Alors, 37 votes, 34 exprimés, 34 pour, 3 abstentions. Du coup, unanimité des maires, en tout cas. Dossier suivant. Merci Président. On passe à un dossier à gros sous encore une fois. Décision modificative 1 du budget mobilité et une décision modificative de 0,01 centime. Nous sommes puristes et dans les rattachements effectivement des locations immobilières, il faut qu'on soit précis. Et donc, on vous invite à valider cette décision modificative. On remercie le service finance pour son orthodoxie budgétaire absolument exemplaire. Oui, Madame Normani. Oui, je termine mon propos. Ne faites pas croire que j'ai dit que j'étais contre les communes, parce que ce n'est absolument pas mon propos. Je dis juste que c'est une stratégie que je défends, qui est de l'investissement sur notre territoire pour son avenir, et qui n'a rien à voir avec, qui a tout à voir avec l'intérêt des communes. Et cet argent appartient aux habitants de notre intercommunalité. C'est une question d'objectif. À Orange, on a choisi de mettre des luminaires de partout pour les fêtes. C'est très beau, j'avoue, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est vraiment là la priorité de notre territoire? C'est tout, c'est une question de politique. Et de toute façon, vous êtes toujours très satisfait de votre gestion budgétaire, donc je ne vois pas quel est le problème d'investir sur l'intercommunalité, qui est un outil pour le développement économique de notre territoire. Parce que le problème majeur de notre territoire, c'est quand même le chômage et le développement économique. Voilà. Je voulais juste intervenir, c'est que par rapport au territoire, on peut se rejoindre, mais on a des bouches à nourrir aussi en tant que maire. On a des salariés. On parlait tout à l'heure des ATSEM, on parlait du personnel. Aujourd'hui, on est dans une situation, et je pense que tous les maires, on est d'accord de ce sujet-là, où on a du mal à arrondir les années budgétaires. Et les prochaines vont être délicates. Et on n'est pas contre la fusion ou le travail ensemble sur l'interco, bien au contraire. C'est nos richesses, c'est notre richesse. Je le redis, mais c'est un peu pénible. Des intercos qui investissent comme on investit à la CCPRO, il n'y en a pas beaucoup. Des communes, sans emprunt en plus, hein, sans emprunt. Des communes comme investit Orange, je crois que c'est quasiment 245 millions d'euros. Enfin, depuis, on a dû dépasser les 300 millions d'euros sur 25 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communes qui le fassent non plus. Donc, en fait, quand on veut, c'est bien beau d'avoir vous aimez bien parler des mots creux, mais vous êtes pleine de mots creux. Vous passez votre temps à parler de développement économique, de patins, de couffins, alors que vous défendez un pouvoir en place qui nous a coupé complètement les vivres et qu'on investit. Et donc, on fait du véritable développement économique. Parce que c'est en investissant qu'on fait du développement économique. Non, mais
Que vous ne vouliez pas le comprendre ou que vous ne le compreniez pas, ça c'est encore autre chose. C'est comme vos avis sur la taxe d'aménagement. Quand tous les maires, peu importe leur coloration politique, sont sur le même avis, c'est peut-être que vous vous trompez. Et au niveau intercommunal, au niveau communal que vous vous trompiez, on y est habitué. Au niveau intercommunal, c'est ce que je vous dis fréquemment, vous commencez à vous faire connaître. Mais c'est comme ça. Développement économique, c'est pas en l'ayant le mot à la bouche tout le temps et en le répétant, en le rabâchant que vous en faites. Nous, on n'en parle peut-être pas assez, mais quand on investit à plus de hauteur que ce que n'importe quel autre interco font, à minima du Vaucluse, ben en fait, on le fait, on se tait, on le fait, et ça se sait. Allez, on finit de voter. « 37 votes, 30 exprimés, 30 pour, 7 abstentions. » Dossier suivant. Le dossier suivant concerne la décision modificative numéro 1 du budget annexe assainissement. Là encore, il s'agit de payer quelques centimes de TVA pour 5 €. Et donc, on récupère 5 € sur le chapitre 11 au compte 6064, fourniture administrative, pour créditer le compte 658, charges diverses de la gestion courante, et honorer donc tout ce que nous avons payé en matière de TVA. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votes, 30 exprimés, 30 pour, 7 contre. Le dossier est adopté. Dossier numéro 14. Le dossier numéro 14 concerne la décision modificative numéro 2 du budget annexe gestion des déchets. Une décision modificative qui concerne d'abord des mouvements de compte en fonctionnement, puisque nous débitons le chapitre 011 charge à caractère général de 2550 € pour créditer le chapitre 66 charges financières, puisque nous avons une augmentation des intérêts sur ce poste-là. Et en investissement, donc, le règlement de 100 000 € de prise de participation aussi SOTOM sur les 200 000 que nous devrons verser. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, 37 votes, 30 exprimés, 30 pour, 7 abstentions. Dossier numéro 15. Merci. Troisième dossier fonds de concours de la soirée, c'est la ville de Courthézon qui participe à hauteur de 48 916,70 € pour favoriser dans les nouveaux aménagements l'installation de containers enterrés plutôt que aériens. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Dossier est adopté. Dossier numéro 16, Thierry Vermeil. Bien, merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Bien, il s'agira dans cette délibération d'approuver la convention d'objectifs et de moyens avec le Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, le CEDER, au titre de l'animation du service public de la performance énergétique de l'habitat, le SPPEH, dans le cadre du programme SAR, Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique 2022-2023. Donc, vu la délibération 2021-072 du 27 septembre 2021, approuvant la convention d'objectifs et de moyens avec le Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, au titre de l'animation du service public et de performance énergétique de l'habitat, programme SAR donc, exercice 2021. Considérant que la CCPRO s'engage à continuer de soutenir financièrement le CEDER, suivant les modalités telles que décrites dans la Convention et durant la totalité de celle-ci. Pour info, la Convention, vous l'avez tous en pièce jointe du dossier du Conseil de ce soir. Considérant que les modalités de financement de la CCPRO au CEDER sont de
d'une part 300 € pour la cotisation annuelle forfaitaire d'adhésion, d'autre part de 11 110 € pour la contribution financière annuelle pour la réalisation des actions suivantes. Pour information, là aussi, le département rajoute une subvention de 18 710 €, ce qui fait un total pour la CCPRO de 29 820 €. Considérant que les dates d'éligibilité des dépenses sont prises en compte de manière rétroactive au 1er janvier 2022, et ce jusqu'au 31 décembre 2023, afin de répondre au déploiement du SPPEH sur le territoire régional. Considérant que le programme d'action est le suivant: renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments, logements, petits tertiaires privés, en impliquant l'ensemble des collectivités territoriales et des professionnels. Assurer un parcours complet d'accompagnement avec une couverture complète du territoire national. Ce parcours est assuré par une bonne articulation entre les espaces FAIRE, les services d'accueil et de conseil, maisons de l'habitat, maisons France Service, les communes, etc. Consolider et ou compléter les dispositifs territoriaux existants, constituer des espaces conseil FAIRE, espace info-énergie, plateforme territoriale de rénovation énergétique. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver l'adhésion annuelle de la CCPRO au CEDER d'un montant de 300 € au titre des années 2022 et 2023, d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens entre la CCPRO et le CEDER, d'attribuer une contribution financière au CEDER pour un montant annuel de 11 110 € au titre des années 2022-2023, d'autoriser le président à signer la convention et tout document, toute pièce administrative ou comptable relative à cette affaire, ainsi que les actes nécessaires à la réalisation des actions spécifiques qui seront confiées au CEDER, de dire que les fonds nécessaires sont prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Je voulais simplement dire que j'étais totalement pour, nous étions totalement pour aider cette structure et cette association à aider les particuliers à investir dans la rénovation énergétique. Je pense que c'est vraiment une très belle idée et opportunité pour tous. Et je voulais en profiter pour informer qu'il y a une réunion du CEDER demain à Camaret-sur-Aigle, à la salle René Roussière, à 18 h, pour informer le grand public. Voilà, faire passer l'information pour ceux qui sont intéressés, pour poser des questions éventuellement. Merci beaucoup. Okay, merci de ces éléments. Des interventions. On passe au vote. Excusez-moi. Alors, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 17, Xavier Marco. Oui, Président, Mesdames, Messieurs, donc, comme chaque année, je dois vous présenter donc, le RPQS, rapport sur la qualité du service de l'eau, de l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Bon, je vous propose, comme il s'agit de dossiers assez lourds, que vous avez dû, j'espère, pouvoir au moins parcourir pour les annexes qui tournent entre 25 et 30 pages à chaque fois. J'ai des données techniques que j'ai regroupées sur comme chaque année d'ailleurs, que je pourrais vous donner si vous voulez m'interroger là-dessus. Donc je vous proposais, Président, puisqu'il n'y a pas de vote, simplement de prendre acte des 6 délibérations suivantes, donc de la 17 à la 22, et puis ensuite de passer aux questions s'il y en a concernant ces 3 domaines de compétences de l'Interco. Il y a des questions, du coup, chers collègues. Oui, Monsieur Vaton. Oui, j'ai regardé ces dossiers un petit peu de près. J'ai vu qu'Orange était le mauvais élève au niveau des pertes par rapport à Caderousse, que je fais ici d'ailleurs, parce qu'ils n'ont que 12% de pertes, alors qu'Orange, ils en sont à 27%, c'est-à-dire à peu près un quart de pertes. Et je voulais savoir, parce que je n'ai pas trouvé les branchements en plan, on ne sait pas où on en est là, qu'il faut enlever. Et puis, il y a un forage de secours qui devait être fait pour la ville d'Orange, et je ne sais pas non plus où on en est, je n'ai pas vu ça dans le dossier. J'ai vu qu'on avait 163 km sur Orange de réseau, et qu'on en a pour le moment pas restauré à peu près 600 ou 700 mètres seulement, et qu'il y a 10% de réseaux qui sont inconnus. Donc voilà, je me pose ces questions, et j'espère qu'on aura les réponses par M. Marco. Je peux vous en donner maintenant. Il y a d'autres questions? Non?
il y en a d'autres. Donc, pour répondre directement aux questions posées concernant Cadrousse et Orange, concernant effectivement les fuites, le taux de rendement, que ce soit à Orange ou à Cadrousse, effectivement, plus le réseau est petit, et effectivement c'est mathématique, il y a quand même un meilleur taux de rendement. Plus le réseau est grand, plus il y a bien sûr de risques, et en particulier de fuite. Donc pour revenir à Orange, je voudrais simplement rappeler qu'en 2014, nous étions à 65% donc de taux de rendement. Effectivement, c'était très faible. En 2016-2017, on a mis en place ce qu'on appelle un schéma directeur de l'eau potable, ce qui a permis effectivement de répertorier, y compris les canalisations plomb d'une part. Alors effectivement, vous n'avez peut-être pas trouvé dans tous les documents ce que vous souhaitiez, après il faudra regarder plus finement, mais chaque année, effectivement, avec le fermier Suez, nous procédons au changement de tout ce qui est en canalisation. Dès qu'il y a des chantiers neufs, de rénovation, automatiquement on change tous les réseaux, vous le savez, sur du linéaire, sachant que déjà en 2021, ce sont les chiffres qui vous ont été donnés dans ces tableaux, on a quand même tiré de 500 km de nouvelles canalisations d'eau sur Orange. C'est quand même pas neutre. Et 2,6 km pour l'assainissement, par exemple. Donc c'est vrai, c'est difficile de lutter. Et plus vous avez un réseau étendu, et plus votre taux de rendement diminue. Je vais vous prendre un exemple qui est tout simple, c'est mathématique là aussi. Le syndicat mixte de Rhône-Ventoux, il est sur un taux de rendement de 71%, d'accord, sur 2021. Vous voyez, mais par contre, il a effectivement à gérer 1743 km de réseau d'eau. Donc effectivement, ça augmente d'autant les risques de fuite. Donc c'est toujours un problème. Bon, ceci dit, Orange, aujourd'hui, nous sommes en taux de rendement de l'eau potable à 78,4%, sachant que, si vous vous souvenez, le Grenelle 2 fixait comme objectif à atteindre pour 2025 80%. Donc on n'est pas loin. On avance, c'est-à-dire chaque année, on avance. Voilà. Donc on est passé de 65 à 78,4 en l'espace, on va dire, de 8 ans maintenant. Mais on progresse. Jonquière, taux de rendement, là c'est Veolia, qui est le fermier, qui a un bon taux de rendement à 81%. Nous avons Cadrousse, effectivement, qui est le meilleur taux, qui est à 87%, mais petit réseau. Ceci explique cela. Et Courthézon, qui a quand même un grand réseau aussi, qui est à 85%, qui est Suez, comme fermier. Voilà. Alors pour Cadrousse, c'est un peu... Maintenant, ça va devenir... c'est devenu, depuis le 1er avril dernier, vous le savez, Suez, qui gère les réseaux d'eau et d'assainissement de Cadrousse, puisque SOR a perdu son contrat. Voilà. Donc on espère que l'année prochaine... Alors, pour vous donner les prix globaux, ce qu'on appelle la fameuse facture INSEE, qui permet de comparer ce qui est comparable à travers les différents fermiers. Voilà. Nous avons dans les prix de l'eau, effectivement, donc le premier pour l'instant c'est toujours Orange, malgré effectivement un peu de fuite, mais je dis dans les problèmes de 80%, c'est pas si mal que ça. Donc on est à 3,03 au mètre cube, enfin je m'explique, au mètre cube eau et assainissement confondus. Ça c'est la facture que reçoit l'administré pour une valeur de 120 mètres cubes an. TTC, voilà. Ensuite, Jonquière, c'est Veolia qui a ce marché. Il est à 3,84. Il se situe en deuxième position. Ensuite, nous avons Suez. Alors Suez, c'est plutôt SOR en 2021, parce que c'est les chiffres que j'ai de 2021. Ceux de 2022, on verra ça l'année prochaine, quand on aura les bilans. Ils sont à 4,71 du mètre cube pour Cadrousse. C'était la SOR. La SOR est toujours assez cher. Courthézon, ils sont avec un nouveau contrat qui est démarré l'année dernière. Ils sont à 4 € le mètre cube. Voilà. Et ensuite, on termine par Châteauneuf, qui est la seule commune pour l'eau potable qui est gérée directement, et l'assainissement, qui est gérée directement par le syndicat Rhône-Ventoux. Alors, ça a encore augmenté par rapport à l'année dernière, à l'année 2020. Ils sont à 5,87 maintenant. Vous voyez un peu. Donc, ceci explique cela. Alors, il y a beaucoup de travaux. C'est vrai qu'il y a énormément. Il y a 35 communes qui sont connectées. C'est énormément de travaux, de frais. Bon, il y a un gros appareil syndical qu'il faut aussi amortir. C'est une grosse machine, si on peut dire, ce syndicat Rhône-Ventoux. Donc ça a des coûts, bien sûr. Ça a des coûts en plus en personnel, etc. Voilà. Ceci explique cela. Voilà, en gros, comme chaque année, je vous fais le bilan sur les valeurs du prix au mètre cube payé par nos administrés.
Merci. S'il y a d'autres questions, Alors, je suis prêt à y répondre, Président. Merci beaucoup, Monsieur Marco. Pour répondre, le forage, alors c'est pas le forage de secours, c'est un forage, les analyses sont en cours. On aurait trouvé le point de captage, mais ça va prendre, on est en train d'analyser l'eau, etc. Donc on aurait, entre guillemets, la solution de secours qui est demandée par l'ARS, l'agence de l'eau. Par l'ARS, oui. L'ARS. Donc c'est en cours, on a trouvé le captage. Je crois que la qualité est de bien meilleure facture que ce qu'on craignait. Mais je pense qu'on en parlera. Alors c'est pas vraiment l'objet des rapports là. Sur Orange. Oui, bien sûr. Conseil municipal. Non, quoi? Oui. Ensuite, le réseau de plomb, des fois on les découvre. Hein. Je crois que ça a été le cas aux blanchisseurs de mémoire. Ils n'étaient pas référencés. Quand on a fait les blanchisseurs, il me semble qu'on avait découvert des réseaux parallèles de plomb. Ils n'étaient pas dans le plan de récollement. Donc ça, c'est toujours un peu la surprise. Juste pour info, alors effectivement, mon colonel, vous l'avez dit, les ratios se sont sensiblement améliorés. J'attire quand même votre attention, chers collègues. Alors, comparaison n'est pas raison, mais que Orange, ça fait 10 km² de plus qu'Avignon quand même. On n'y pense pas forcément souvent, mais je suis d'accord sur le fait que le ratio n'est pas bon et qu'il y avait des zones qui étaient franchement des zones de point noir, notamment l'avenue des Mares. La rue du Limousin. La rue du Limousin, mine de rien, mais mécaniquement, en fait, enfin, c'est pas un secret. Le schéma directeur de l'eau colle aussi avec pour beaucoup par rapport aux travaux qu'on fait de voirie. Parce que généralement, on a encore des zones d'ombre, la rue du Noble notamment. On avait énormément aussi sur le boulevard d'Aladier, où on avait de la déperdition d'eau liée à des vieux réseaux. Mais ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est que quand on refait le souterrain, donc que ce soit réseau sec ou réseau humide, de refaire la bande de roulement, ou de ne pas faire que la bande de roulement pour réouvrir 4 ou 5 ans après pour tout saccager. Il n'y a rien de plus angoissant et on se fait un peu taper sur les doigts par les prestataires historiques, Enedis, GRDF, etc. parce qu'on ne laisse pas trop, comme on est assez à cheval sur la qualité des voiries, on n'aime pas trop qu'elles soient fracturées 4 ou 5 ans après. Donc quand on fait des investissements, ils sont massifs et sur le sous-sol, sur la gestion sur la gestion des réseaux secs, sur la gestion des réseaux humides et sur la bande de roulement dessus. Parce que moi qui ai vécu un certain nombre d'années à Marseille et à Montpellier, une voirie pourrie, c'est quand même assez désagréable pour les gens. Et en termes de tourisme aussi, on n'y pense pas, mais c'est quand même un peu nocif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On prend acte, chers collègues. Est-ce que vous avez tous bien pris acte? Ok, c'est tout bon. La séance est levée, du coup, merci beaucoup. Non, c'est une prise d'acte. Non, c'est acte. Merci à tous.